Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Alors, vous avez passé un bon week-end? Le mien s'est terminé en beauté hier en retrouvant les zappeurs et zappeuses en live sur Twitch. Alors, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Allez, on débute direct avec notre Fear and Greed Index qui est à 22, toujours dans l'extrême peur. Du côté des marchés US, le Fear and Greed Index est toujours dans le neutral à 45. Allez, on passe direct à tous nos gagnants tirés au sort en live hier sur Twitch. Le premier NFT de la soirée, le numéro 231, a été gagné par Medigé. Jimmy remporte le numéro 232. Hot remporte 2 NFT, le numéro 233 et le 236. Le 234 est volé par Moïd. Agathe décroche le numéro 235. Saphiroz repart enfin avec un NFT avec le numéro 237. Le 238 est gagné par Kimbo. Nicolas Despace récupère le numéro 239. Le 240 est gagné par Seb 420. Et Jean-Philippe Rossi nous fait une doublée à la fin en remportant le numéro 241 et le 242. GG à tous nos gagnants et surtout merci pour votre participation active semaine après semaine. Pour ceux qui remportent un NFT pour la première fois, n'oubliez pas de me contacter sur mes réseaux que vous retrouverez en description de la vidéo. Alors au moment où je monte la vidéo, j'ai pas encore la durée totale, mais respire, ça va bien se passer. Si t'es nouveau, sache que tu peux retrouver dans la description de chaque Zap Crypto tous les timecodes de la vidéo. Le Zap est séparé en 4 chapitres, les news, les marchés tradis, les analyses crypto et l'univers des NFT et métaverse et play to earn. Ce qui te permettra de voyager plus rapidement au sein du Zap Crypto. Une dernière petite chose, j'ai découvert une nouvelle chaîne grâce à Agathe, Phone Radio. Il fait d'excellentes vidéos. J'ai intégré aujourd'hui un extrait de sa dernière vidéo pour vous placer un petit peu plus le contexte. Sachez qu'il débunk un article sur Bitcoin. Je vous recommande d'aller voir sa vidéo entièrement. Évidemment, si son contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de lui lâcher un petit like et un petit commentaire, ça booste toujours les créateurs. Allez, installez-vous confortablement, le Zap va débuter. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo ainsi qu'une excellente semaine. On se retrouve demain pour un nouveau Zap. C'était Zap Crypto. Pour la petite histoire du lundi matin, ce que je voulais vous mettre, c'est un petit article de Cointelegraph très intéressant. C'est comment CZ a bâti Binance, est devenu l'une des personnes les plus riches, pour ne pas dire la personne la plus riche dans le monde des crypto-monnaies. Bien évidemment, pour la petite histoire, c'était pas quelqu'un de pauvre qui est devenu milliardaire. C'était quand même un trader qui bossait pour des logiciels. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'à un moment donné, il a pris un pari fou, c'est qu'il a vendu sa maison. À une époque, le Bitcoin, il valait 600 $. Il valait 600 $. Il a vendu sa maison quand même pour acheter du Bitcoin à un prix moyen de 600 $. Pour rappel, pour ceux qui connaissent pas son histoire, dans les 18 mois qui ont suivi, le Bitcoin a craché sous les 200 $. Et pourtant, par la suite, il est devenu milliardaire avec son investissement. Voilà, je voulais mettre cette petite histoire, je trouve ça sympathique. Le secrétaire général de l'AMF a annoncé cette semaine donc la fin de la licence PSAN destinée aux acteurs de la crypto en France. Alors bon, voilà, là, tout ça, vous allez chercher. Depuis plusieurs mois, le secteur crypto est obligé de montrer patte blanche s'il souhaite se légaliser en France. On parle de la France, là. Vous savez bien que chaque réglementation est un peu différente dans le monde entier. C'est pour ça que ce qui ne sera pas accepté à un endroit, eh bien, ça ira autre part, et on parle de ça avec la crypto, le minage, etc., etc. On peut interdire quelque chose dans un pays et que ça puisse se faire autre part. Alors, suivant l'endroit où on est, ou suivant les acteurs du marché, ils vont travailler à différents endroits. Depuis plusieurs mois, le secteur crypto est obligé de montrer patte blanche s'il souhaite se légaliser en France. L'AMF est ainsi devenue l'autorité privilégiée des entreprises souhaitant offrir leurs services au pays des droits de l'homme. Alors que la licence PSAN est devenue l'objectif ultime des acteurs nationaux et que certains espèrent encore l'obtenir, le secrétaire général de l'AMF a annoncé sa fin prochaine. Allez, vous allez approfondir tout ça, mais la fin prochaine de l'AMF sur les crypto-monnaies, pour la crypto-monnaie, ça veut pas dire du tout plus de régulation, pas du tout. Et on a, pour nous réglementer en Europe, c'est la loi MiCA et le TFR. Voilà, on nous dit que ça doit changer, que ça doit s'améliorer, que tout ce qu'on veut au monde, mais on va bien voir dans quelques temps. Il y a 2 textes réglementaires importants pour le secteur crypto ont été adoptés le 10 octobre en commission par le Parlement européen. Ils doivent mieux protéger les épargnants, toujours la même chose évidemment, et définir un nouveau cadre pour les courtiers et plateformes spécialisés dans les actifs numériques.
Bruno Le Maire, le one-man show, bientôt en salle. Non, sérieusement, il faisait des rapprochements stupides il y a quelques mois entre la crypto et le terrorisme, et aujourd'hui, ce Cassos, il annonce « Nous voulons faire de l'Union européenne la première zone économique mondiale en matière de structuration et d'organisation du marché des cryptoactifs. Et nous voulons qu'en son sein, la France soit le hub européen de l'écosystème des cryptoactifs. » Bon, moi je trouve que c'est pas du tout positif parce que en fouillant un petit peu, on apprend qu'il a 3 grands objectifs en matière de crypto qui sont 1. Attirer des acteurs mondiaux et mobiliser des fonds privés. 2. Et c'est là où ça se gâte, établir un euro numérique souverain, en d'autres termes, une MNBC qui donnera le contrôle à son émetteur à 100%. Les MNBC, si tu le sais pas, pour moi c'est clairement la monnaie du diable, et s'ils arrivent à les développer et à la faire adopter par le peuple, voilà, il n'y a pas d'autre terme, hein, on est dans la merde. Et son 3e objectif, c'est d'explorer le potentiel des NFT et de la finance décentralisée. Voilà, ça je dis open bar, hein, pourquoi pas. Ça c'est effectivement très très positif pour la France et l'Europe. Et d'ailleurs juste après le maire, c'est Jean-Noël Barrot qui annonce vouloir soutenir l'écosystème Web3 et particulièrement les NFT avec les fonds publics. Donc en gros, tu vas investir via tes impôts dans les NFT et compagnie. Voilà, je pense que c'est quand même mieux d'investir dans les impôts via ta propre argent que via l'argent que tu te fais voler par les impôts. Et en plus, il en rajoute une couche en disant la France a tous les atouts pour être un hub européen et sans doute mondial des NFT. Bon alors Gavin Wood il a démissionné mais c'est pour aller coder, c'est pas parce qu'il a fait de la merde, qu'il a volé des fonds ou qu'il a mis son doigt dans... Il n'y a pas de scandale, c'est ça, de bon matin, pas de scandale, c'est ça. Toi tu veux du scandale, hein. Toi tu veux créer une polémique. Moi je voudrais qu'on sache qu'il a dérouté Polkadot, là avec Polkadot il se pète la gueule. Non, Ripple qui va bien, Gavin qui au final retourne à ses vieux amours. Mais la question c'est pourquoi il s'est mis PDG dans ces cas-là de Polkadot si le mec il kiffait faire des lignes de code. Ah, il a pris un gros chèque, c'est ça? C'est ça. Oh, il est un peu comme Moïse. Il s'est dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, il a voulu tout faire. Il s'est rendu compte que voilà. Et après, il s'est rendu compte qu'il faisait que de la merde un peu partout. Il a lâché la merde. Regarde. Parlons maintenant d'un projet assez louche qui semble vouloir profiter de la Coupe du Monde de football qui arrive. En effet, comme le rapporte le média Cryptost, on a le célèbre joueur de foot Ronaldinho qui a annoncé sur Twitter qu'il s'associait au projet crypto World Cup Inu, qu'il qualifie de novateur pour la DeFi en raison de son utilité. À savoir qu'il s'agit d'une plateforme de paris en ligne basée sur la blockchain pour la Coupe du Monde de 2022, mais déjà rien qu'en voyant le nom du projet, ça sent l'embrouille à plusieurs kilomètres. Mais restons ouverts d'esprit et allons faire un tour sur le site. Bon, déjà première chose, on voit qu'ils ont mis une tête de chien sur un footballeur pour surfer sur la hype des tokens à tête de chien. Mais bon, ok, pourquoi pas, mais par la suite, ils affirment avoir le soutien de personnalités du crypto Twitter, sans même citer le moindre nom. Et là où ça devient vraiment suspect, c'est que le site assure qu'il s'agit d'un projet décentralisé, mais on a Fatman sur Twitter qui a révélé que le token du projet avait une option permettant de mettre en pause les échanges. Et histoire de remettre l'église au milieu du village, on a ZachXBT, toujours sur Twitter, qui rappelle que Ronaldinho est ruiné depuis la fin de sa carrière, et que ce genre de partenariat peut être une source de revenus à laquelle il aurait bien du mal à dire non. Bref, le projet World Cup Inu est très suspect et Ronaldinho s'expose à de fortes amendes comme Kim Kardashian s'il s'agissait effectivement d'une arnaque. Ce matin, j'ai appris que Binance US avait recruté un agent spécial du FBI. Alors calmez-vous parce qu'en fait le FBI, les gars, ce n'est que en fait la police nationale américaine. C'est-à-dire que les shérifs, c'est la police municipale et le FBI, que tout le monde croit que c'est genre trop stylé en fait, c'est juste la police normale. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus stylé de dire FBI plutôt que police nationale, monsieur. Sachant que j'étais policier avant, du coup voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Donc eux, ils ont recruté du coup BJ Kang, qui est surnommé l'homme le plus redouté de Wall Street. Donc apparemment, c'est lui qui est à l'origine de l'arrestation de Madoff. Donc c'est un truc de dingue. En tout cas, voilà, il a été recruté. Je pense que le petit billet qu'il a touché devait être fort sympathique. On va parler maintenant de quelque chose qui s'est passé autour de FTX. Il y a eu pas mal de personnes sur Twitter qui se sont plaints de piratage lié à leur compte FTX. Et en fait, ça serait pas dû à un piratage de FTX, ça serait pas non plus dû à un piratage de Tricomaz. Tricomaz, c'est un service qui permet de créer des bots de trading. Donc vous générez une clé d'API sur FTX, vous la confiez à Tricomaz, vous choisissez les bots, etc. et ça vous fait une stratégie de trading. Moi, je crois pas trop à tous ces bots de trading. Mais il y a eu pas mal de personnes qui ont perdu énormément d'argent à cause de ça. Parce qu'ensuite, disons que les clés d'API ont été compromises. Ensuite, les hackers, ils ont acheté certaines crypto-monnaies. Il y a eu de la manipulation et les personnes ont perdu beaucoup d'argent à cause de ça.
Et Tricomas a dit on a fait une investigation, on a échangé avec FTX, a priori ce n'est ni un piratage de FTX ni un piratage de Tricomas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes concernés par tout ça, mais ça serait plus dû à une attaque de phishing. Donc les gens ont reçu des mails de phishing, ont reçu des mails contenant des faux sites Tricomas ou des faux sites FTX et ont renseigné les informations, les clés d'API, etc. Ce qui expliquerait en fait ce piratage, et a priori eux ils disent c'est pas du tout notre faute Tricomas, c'est pas à cause de nous que c'est arrivé, et j'espère juste que vous n'êtes pas concernés et soyez vigilants sur tous les mails de phishing. Il rappelle un certain nombre de bonnes pratiques en fin d'article. C'est vrai qu'il faut toujours activer l'authentification forte, c'est un élément essentiel, vous savez, c'est de base activé sur les exchanges généralement, Binance, etc. Ils disent aussi il faut aller chercher vos sites crypto en passant par Google. Parce qu'en fait, quand vous passez par les moteurs de recherche, des fois, il y a des fausses annonces sur les moteurs de recherche, il y a des gens qui font des faux sites. Par exemple Uniswap, il y a quelqu'un qui va créer un faux site Uniswap et il va payer une publicité pour ce site-là et vous risquez de voir le premier lien de cliquer dessus et d'aller sur un faux site Uniswap. Ils aussi ayez un antivirus sur votre PC, etc. Là, honnêtement, l'antivirus de base Windows, si jamais vous n'allez pas sur des sites bizarres et vous téléchargez pas des logiciels bizarres, c'est largement suffisant. Le antivirus Microsoft, il est plutôt pas mal. Et donc voilà, soyez vigilants, faites attention à tout ça, et c'était ce que j'avais à vous dire pour FTX. Donc ensuite, c'est une autre information qui laisse beaucoup d'espoir, et ça, c'est ça qui est très important. J'en ai parlé, je pense, ce matin ou hier, je ne sais plus. Mais moi, c'est un truc très très important. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'allez pas être beaucoup à regarder cet hebdo crypto, parce que les retail, les personnes, les particuliers qui investissent dans le monde des bitcoins, je vous le dis, 99,99% des gens ont fui. Pourquoi ils ont fui? Parce que ça fait 18 mois de baisse. Et c'est typique. Moi, ça fait 20 ans que j'investis en bourse. C'est toujours la même chose. Le marché a été asséché des retails. Les retails ne sont plus là. Il n'y a plus personne. Honnêtement, si vous êtes là, bravo. Parce que, et c'est normal, c'est psychologique, c'est qu'on est rincé, en fait. Faut pas oublier que ça fait quasiment 18 mois. Il y a pile un an, le Bitcoin, il était quasiment à 70 000 $. Je parle que du Bitcoin. Il est à 19 000 aujourd'hui. Donc, le marché, il a rincé les people, il a rincé les retails. Et là, je parle du Bitcoin. Imaginez, quand on parle des altcoins, il y a des tokens qui ont perdu 99%. Donc c'est énorme. Maintenant, ce qui est hyper intéressant, ce sont les investisseurs institutionnels qui, eux, petit à petit, commencent à revenir sur le marché. Un sondage qui a été fait par Cointelegraph, qui est l'une des plus grosses revues anglo-saxonnes au niveau des cryptos. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les institutionnels commencent à revenir sur le marché. C'est très intéressant. Bien évidemment, pour la majorité, ils investissent surtout sur le Bitcoin. Une grosse partie investit dans l'Ethereum. Et ensuite, ce qu'on appelle les security tokens, ce ne sont pas des blockchains, ce sont des sociétés cotées. Donc là, on est plutôt sur des sociétés cotées en bourse. Ils investissent dans les stablecoins, donc ça, c'est assez étrange comme investissement. Après, c'est peut-être ils investissent dans un stablecoin parce qu'ils sont à l'affût des opportunités et dès qu'il y aura peut-être la capitulation, ils vont investir directement sur ces stablecoins, ils vont investir. C'est une étape intermédiaire pour investir enfin sur des projets, mais ils y vont avec parcimonie. Ils commencent par des stablecoins. Ce qui est super intéressant, c'est qu'ils investissent aussi à 25% sur Polkadot. Moi, Polkadot, vous le savez, je suis plutôt hyper fan de ce projet-là. Ils investissent aussi, c'est assez intéressant, ils investissent aussi dans Litecoin pas mal, parce que on l'appelle souvent l'argent, on dit que l'or c'est le Bitcoin, et on dit souvent que Litecoin c'est l'argent. Assez intéressant aussi, ils investissent quand même dans Solana. Donc ça c'est intéressant parce que Solana c'est quand même hack sur hack. Maintenant Solana ça fait partie du top 10 et on voit qu'à 6%, ensuite ils investissent pas mal dans XRP. C'est très très important. Les institutionnels sont en retour, ils commencent à investir. Bien évidemment, après 18 mois de baisse, vous le savez peut-être pas, mais les marchés sont cycliques. Le marché ne va pas baisser pendant 50 ans. Ça fait 18 mois, vous savez très bien que les halvings c'est 4 ans. Et donc, ça impose une certaine dynamique au niveau des cycles, au niveau du Bitcoin. Mais sur les marchés financiers, c'est pas aussi fixe, c'est pas des cycles de 4 ans. Mais en général, c'est des cycles qui vont de 3 à 5 ans dans le marché boursier. Donc, et je l'ai vu aussi, les gros investisseurs, même les grosses entreprises françaises d'investissement commencent à revenir aussi en bourse. Ça, c'est le nombre d'abonnés par mois à la chaîne de Asher. Asher que vous connaissez, on l'embrasse. Et ben en fait... ça a vraiment beaucoup baissé, la croissance de Asher a vraiment beaucoup baissé et on voit quand même que c'est très très corrélé au prix des crypto-monnaies, sa croissance à lui. J'aurais pu m'en prendre ma croissance à moi, mais moi je fais pas de vidéo, tu vois, donc et donc c'est quand même très corrélé au prix et tout ça, et on voit quand même une vraie belle perte d'engouement sur les cryptos, et donc en général, moins il y a de monde, mieux c'est pour acheter. Si vous êtes là, déjà c'est déjà une petite victoire pour vous. Je dis ça, je dis rien.
5 erreurs à éviter. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, troisième erreur à éviter absolument, c'est suivre les influenceurs qui vous demandent d'acheter cette crypto car c'est le futur x1000. Alors, faut savoir que un influenceur qui a plus de 10 000 abonnés a une assez bonne influence pour vous faire FOMO, donc acheter quand tout le monde achète, justement sur une petite minorité, sur des petites crypto-monnaies. C'est-à-dire que là où c'est dangereux, c'est qu'ils vont vous dire d'acheter certaines crypto-monnaies simplement pour faire augmenter sa valeur. Qui dit augmenter sa valeur, dit faire de l'argent. Bien évidemment, vous n'allez pas en faire car vous allez penser que ça va continuer à augmenter. Mais lui a déjà, avant même de vous dire d'acheter cette crypto-monnaie dans son portefeuille. Ce qui fait que quand il vous dit d'aller l'acheter, lui, il l'a déjà, le cours va monter et lui va se mettre bien, or que vous, non. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment faire attention. Lorsque vous voyez des influenceurs qui insistent sur acheter ceci ou acheter cela, il faut vraiment éviter, voire faire ses recherches. Hello, I'm 15. I'm a student, and I want you to ask you, for you, what's the best way for cryptocurrency and blockchain to be adopted and introduced among young people, like under 20 years old? I don't know the answer, actually. So I think that's a very open-ended question, right? So there's many different things we can do. We can enhance educational materials in high schools, more financial literacy educations, etc. I have two questions for you. Yeah. I'm living in Abidjan in Ivory Coast. Okay. And I know that you have a meeting with Ouattara president. Yeah. And so I have a question for you. So what is your vision for Binance in Africa? I think Africa is a very interesting continent, right? The banking penetration is not that high. There's a unique opportunity to actually just avoid the banks completely and go straight into crypto. Like, we no longer need to build the banking infrastructure. So we met with the president, met with the chief of staff, everybody. I think they're quite warm to crypto now. But I think it will still take some time to fully develop, etc. So we have multiple initiatives there. We're looking to establish a presence, office, team, and then invest in the local economy. But I don't think it'll be super fast because the existing financial infrastructures are not very well established. So we pretty much have to build quite a lot of new things. But overall, though, I think overall Africa is a huge market for crypto. And because of the lack of traditional financial service infrastructures, people want crypto more. So so I think there's a lot of opportunities there. Je pense que 45 jours après la mise en place de la loi de Bitcoin comme monnaie locale, monnaie nationale, et aucun commerce avait des doutes. Aucun commerce avait des problèmes et ils acceptaient tous virtuellement Bitcoin. Pourquoi je dis virtuellement? Parce que d'un point de vue des personnes, de la population, ça reste très peu de personnes qui font des transactions avec. Déjà, il y a ceux qui investissent en Bitcoin qui évidemment ne vont pas aller payer des choses avec Bitcoin parce qu'ils veulent le garder pour le valoriser. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes qui sont pas obligées, tu vois, de faire des transactions en Bitcoin. Ce qui reste intéressant, c'est pour les personnes qui ont trouvé de nouveaux clients qui voulaient payer en Bitcoin. Donc, pour eux, évidemment, c'était un nouveau business. Le secteur qui a le plus développé en Bitcoin, c'est la vente immobilière. Les bâtiments, les maisons, les terrains, la construction. Donc là, je peux te dire que d'après les dernières données que j'avais, attends, je vérifie ça, par mois, c'est au moins 10 millions de dollars qui sont payés en Bitcoin dans le monde immobilier. Il y a une centaine de maisons de terrain qui sont vendues tous les mois. Et maintenant, c'est payé en Bitcoin. Et d'un point de vue pratique, c'est comment ça fonctionne en mode d'entreprise. Alors, je vends la maison, tu fais la transaction Lightning comme tu veux. Pour l'instant, comme je te disais, je connais personne qui a payé ça par le wallet du gouvernement. Ça reste le wallet sur Lightning. Et ensuite, Chivo, le wallet salvadorien, permet de faire un virement dans un compte bancaire du pays, dans tous les banques du pays. Donc, tu fais la demande et au-delà des 10 000 $, pardon, tu es obligé d'attendre 3 jours. 3 jours après, le virement est fait et l'argent est dans ton compte bancaire. Donc, évidemment, les gens qui sont dans le milieu immobilier n'ont pas trouvé de problème à ça. De toute façon, avant, ils patientaient 30 à 40 jours par le milieu normal des transactions bancaires. Et évidemment, passer de 30, 40 jours à 3, 4 jours, ça reste très intéressant.
Alors, moi c'est Kevin, un bitcoiner, un toxic maximaliste, comme on en fait. Et puis je suis là pour vous parler de Bitcoin, des attaques étatiques, un peu de la raison d'être de Bitcoin. Comme je suis toxique, mon seul but dans la vie, c'est de casser ce que les autres font, bien sûr. Et donc le panel d'avant qui parlait d'accepter Bitcoin en tant que commerce, bon, on va en parler, mais ça n'a pas vraiment de sens. Donc voilà, c'est ce qu'on va couvrir. On va couvrir le pourquoi du Bitcoin, comment ça s'intègre dans un environnement, ce qu'on appelle adversarial, puisque Bitcoin a été construit pour ça. Et puis voilà, est-ce qu'on peut s'en sortir ou pas? Donc du coup, une autre slide, le Capitole aux US. Donc le Bitcoin, qu'est-ce que le Bitcoin? Vous avez dû entendre parler de ça plusieurs fois déjà en 2 jours. Donc le Bitcoin, c'est en quelque sorte la séparation de la monnaie et de l'État. Le principe du Bitcoin, et en fait, c'est un principe qui a déjà été utilisé dans le passé, c'est que l'État il gagne de plus en plus de pouvoir avec la technologie en termes de contrôle de la monnaie et de ce qu'on en fait. Donc il y a différentes lois qui existent au fur et à mesure qui sont intégrées, qui sont ajoutées dans tout ce qui est les restrictions, les banques centrales, etc. On avait du cash. Alors le cash, c'est cool parce que le cash, vous pouvez en donner à n'importe qui. Vous n'avez pas besoin de demander qui c'est ou il n'a pas besoin de demander une autorisation pour l'utiliser. Si vous avez un gamin de 10 ans, vous pouvez lui donner un billet de 10 balles et il peut aller acheter des bonbons. Faire ça avec une carte bancaire, c'est un peu plus compliqué. Et donc forcément, il y a les utilisations comme ça, mais il y a aussi les utilisations un peu plus problématiques où il y a des gens qui sont interdits bancaires pour une raison X ou Y. Donc tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué de vivre au jour le jour aujourd'hui. On a aussi, bien sûr, les problèmes de paiement à distance, puisque le cash, c'est pratique quand on se connaît pair à pair, mais ça devient très difficile de franchir les frontières, ça devient très difficile d'envoyer de l'argent ailleurs sans être tracé. Et du coup, y a un business model qui est là, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose qui permet de faire des paiements sans que l'État y mette son nez dedans tout le temps? Et ce système qui pourrait bien sûr aider toutes les personnes qui sont bloquées, tous les interdits bancaires ou tous ceux qui n'ont pas de passeport, ce qui existe aussi sur la planète. On ne fait pas Bitcoin juste pour les gens comme nous où tout se passe bien. Et donc voilà, mais Bitcoin, c'est pas le premier. Il y a eu des tas de business, de projets qui ont été faits avant pour que justement les gens puissent transférer de l'argent en ligne, du cash numérique, et justement, souvent pour des trucs illégaux. Donc ces projets, vous avez peut-être déjà entendu parler, il y a du e-cash avec les Chaumian Bank, il y a des projets techniques genre le e-gold, on a eu des trucs très dodgy qui s'appellent par exemple Liberty Reserve, où en gros c'est une banque mais qui s'en fout. Voilà, elle va pas vous demander KYC, elle va juste avoir des dollars, on va vous issue des Liberty Reserve dollars, et puis vous faites ce que vous voulez avec. Et donc c'est pas mal parce que ça vous permet de résister à la censure, et c'est n'importe qui peut en avoir, peut en acheter, pas besoin de fournir de passeport. Donc le cash numérique, c'est un peu l'idée, c'est un peu le use case. Bien sûr, ces trucs-là, c'était pas nécessairement moins cher à utiliser ou plus rapide à utiliser, c'était pas le but. Le but, c'est de répondre à une problématique réelle qui est comment on fait pour bouger de l'argent sans que l'État il ait son mot à dire sur ce que je fais avec mon argent. Quand on est Bitcoin et qu'on veut être une monnaie, et au-delà de cette monnaie, une time chain, c'est-à-dire une forme de vérité numérique, quelque chose qui est comme le temps, qui est chronologique, immuable et irréversible. Eh ben ça passera pas. Les calculs sont pas bons, Kevin. Pour acquérir son statut de monnaie, ou plutôt pour être considéré par les citoyens comme une monnaie légitime et différente, il faut que sa distribution initiale ait été irréprochable. Sinon, les fatales inégalités deviennent insupportables. M'attendais à beaucoup mieux. Allez. Et irréprochable fut pendant des années la distribution initiale de Bitcoin. Tout le monde pouvait en miner, pouvait s'en procurer à des prix très très bas. Les mêmes règles s'appliquaient à tous, et si vous n'avez pas à l'époque sauté le pas, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Alors évidemment, je dis pas que les choses étaient parfaites. Il y a une certaine concentration de Bitcoin qui n'est pas idéale. Mais quand on prend en compte tous les éléments, je pense que les choses se sont passées aussi bien qu'elles auraient pu se passer. Et surtout qu'on fera jamais mieux. Parce que je sais que ça peut être d'une certaine manière rageant, voire injuste. Mais Bitcoin, pour reprendre les mots de Yorick, c'est une expérience irreproductible. Et je suis en tout cas sûr d'une chose, c'est que si Bitcoin était sorti en preuve d'enjeu, nous n'en parlerions pas aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'Ethereum a commencé en preuve de travail, avec un bon gros prémine de bâtard quand même.
En fait, il y a une immense malhonnêteté intellectuelle dans la manière qu'ont les anti-Bitcoin de présenter le merge. Ils veulent faire croire aux gens, aux profanes, aux no-coiners qui lisent Le Monde avec leur café du matin, que c'est là la preuve que nous, on ne veut pas évoluer. Ah bah oui, je l'ai lu dans Le Monde que c'était un bug. Oh, les Bitcoiners, ces dinosaures. Alors qu'il faut le répéter, preuve de travail et preuve d'enjeu, ce sont des choix. Donc, les bitcoiners sont des cons, c'est un fait établi. Mais David Larousserie, le journaliste qui mène l'entretien, il a beau être crédule, il est aussi charitable. Et il se dit qu'il doit bien y avoir une raison qui expliquerait pourquoi tous ces braves gens persistent dans leur erreur. Et il demande avec une voix qu'on imagine un peu interloquée, pourquoi Bitcoin n'adopte-t-il pas cette solution ? Et Jean-Paul, mis en confiance par le doct exposé qu'il vient de nous délivrer et par le lien de sachant à apprenant qu'il a réussi à tisser avec le petit David, eh bien Jean-Paul, il se met à partir en couille parce qu'il a trouvé la raison dans ses évangiles. Si les bitcoiners restent cons, c'est surtout parce qu'ils commettent le péché d'avarice. Oui, monsieur, ce sont des êtres cupides. Il y a plusieurs obstacles, prêche-t-il. Le premier, inavouable pour ses défenseurs, et que cela pourra faire baisser les cours du Bitcoin, et donc leurs intérêts. Mais c'est quoi cette réponse de curé ? Ça suffit de nous faire la morale ? D'abord, mon père, il n'y a rien d'inavouable à défendre ses intérêts, même directement pécuniers. Évidemment qu'on défend notre beefsteak. Qui va le faire sinon ? La Banque de France ? Christine Lagarde ? Bruno Le Maire ? Ethereum et Bitcoin ont donc deux approches fondamentalement différentes. Ethereum, c'est la Silicon Valley, move fast and break things. Bitcoin, c'est le Vatican. On ne touche pas aux fondamentaux à moins d'une grave crise existentielle. L'inertie qui existe dans le processus de changement du protocole n'est pas un bug, mais bel et bien une caractéristique. Le but est de ne surtout pas compromettre les fonctions de base de la technologie. D'un autre côté, sur Ethereum, la tolérance au risque est bien plus importante. J'en veux pour preuve, par exemple, le passage de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. C'était quand même sacrément couillu. Après, je ne vais pas re-rentrer dans le débat si c'est bien ou mal. Je veux juste insister ici sur le fait que les devs Ethereum n'ont pas peur de se jeter dans le vide. Si Internet est coupé, CF Iran, tu fais comment avec les cryptos ? T'appelles Elon, tu lui demandes quelques satellites. Et ensuite, je dois t'avouer que oui, avec Internet coupé, c'est compliqué les cryptos aujourd'hui, quoi. C'est comme les gens qui me disent, ok, enfin, il y a des gens qui m'ont déjà dit à la télé, ok, et si on coupe Internet et l'électricité à l'échelle mondiale et qu'il y a l'informatique quantique, est-ce que les crypto-monnaies survivraient toujours ? Alors mon pote, t'as plus d'Internet, t'as plus d'électricité, et l'informatique quantique est développée et compris depuis longtemps. Ne serait-ce qu'un seul de ces trois événements à l'échelle de la planète, c'est la guerre. Les gens sont dans la rue, ils se foutent sur la gueule. Attends, il y a plus d'essence, les mecs ils s'aspergent et ils se tirent dessus. On a eu un début de pandémie, les mecs ils se battaient pour du papier toilette, et toi tu me demandes s'il y aura toujours Bitcoin, s'il n'y a plus Internet et plus d'électricité. Mais tu seras enfermé chez toi, tu mettras des trucs sur les fenêtres et t'essayeras de survivre mon pote s'il n'y a plus d'Internet et d'électricité. Anthony Blinken, le 3 octobre 2022, a qualifié de gigantesque opportunité la destruction partielle des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Ces deux gazoducs qui relient la Russie à l'Europe en passant par les mers du Nord du continent européen ont été attaqués et partiellement détruits fin septembre. La thèse d'Anthony Blinken, c'est qu'il s'agit d'une grande chance pour l'Europe afin de se couper du gaz russe qui était un levier de pression à la disposition des Russes sur l'Europe. Dans le même temps, pendant que le secrétaire d'État Blinken parle d'opportunité, Bruno Le Maire s'étonne de voir arriver des factures de gaz pour des importations depuis les USA avec une facture multipliée par 4 par rapport au prix de marché sur son territoire. Il déclare alors à l'Assemblée nationale : Pas question non plus que nous laissions le conflit en Ukraine se solder par une domination économique américaine et un affaiblissement européen. Nous ne pouvons pas accepter que notre partenaire américain vende son GNL 4 fois le prix auquel il le vend à ses propres industriels. Pourtant, tout cela est déjà connu. Dès la fin août 2022, la secrétaire d'État à l'énergie des USA, Jennifer Granholm, a envoyé une lettre aux sociétés de raffinerie de produits pétroliers US pour leur demander de ne pas augmenter les exportations de pétrole vers l'Europe. Mais on peut se poser la question suivante. Si nous n'avons plus accès directement au gaz russe, peut-on le substituer en allant le chercher ailleurs ? Pourquoi cette crispation entre alliés autour de cette ressource ? La France risque-t-elle de finir dans le noir ? Ce problème du gaz sur le continent eurasien est connu depuis longtemps. Pour preuve, je m'appuie ici sur une présentation que j'ai réalisée il y a 10 ans, le 26 mars 2012, dans le cadre d'un groupe de travail sur les bâtiments à énergie positive pour le bailleur social Opac du Rhône. J'ai également fait cette présentation à Luc Voiturier, qui était vice-président, si ma mémoire est bonne, du conseil régional Rhône-Alpes à l'époque. Le problème est assez simple. Le gaz est avant tout une énergie locale à l'échelle d'un continent, car étant moins dense que le pétrole, il se transporte à grands frais. Pour analyser les tensions sur le gaz, il faut donc regarder la
l'approvisionnement continental. 60% de l'approvisionnement en 2012 en Europe est assuré par les pays du Nord. Le problème, c'est que le pic de production de ces pays a été atteint autour de 2006. Et depuis 2010, la production continue de décroître, très logiquement. L'autre partie du gaz que nous utilisons vient de Russie. Et de la même façon, nous savons depuis bien longtemps que la production de gaz russe a atteint son pic et se trouve sur un plateau de production pour les prochaines années. Une autre façon de vérifier si les marchés anticipent une fin de la crise énergétique dans les mois à venir est de regarder la courbe des produits dérivés, que sont les contrats futurs, que l'on appelle également contrats à terme en français. On peut voir que pour la période s'étalant de novembre 2022 à avril 2024, les prix du gaz anticipés devraient être de 140 € le mégawattheure. Des prix encore largement au-dessus des niveaux en temps normal. Un retour à des prix plus bas ne serait observé qu'à partir de 2026, et encore, les prix resteraient plus élevés que ceux observés les années passées. Pour l'instant, il faut donc se réjouir du fait que les opérateurs de l'Union Européenne soient parvenus à remplir les stocks européens, et remercier la météo particulièrement clémente avec la vague de chaleur estivale et le début d'hiver doux. Comme on peut le voir, la température sur les prévisions météo à 14 jours, comparée à la normale à 30 ans, est largement au-dessus des niveaux précédents. D'ailleurs, d'après le Copernicus Climate Change Service, les températures seront probablement nettement supérieures à la normale pendant la saison où les chauffages sont les plus allumés, entre décembre et février, ce qui permettrait de ralentir la demande de gaz naturel que les pays européens se sont empressés de stocker. Quand on regarde les performances du marché américain, c'est quasiment spectaculaire, hein. C'est la meilleure semaine depuis le mois de juin. Le mois de juin, c'est là où on avait commencé notre rallye d'été absolument fantastique. Alors est-ce le signe d'un début de rallye de fin d'année ? Qui sait, on arrive à la fin du mois d'octobre, on sait qu'en général, le début du Christmas Rally, parce que oui, c'est bientôt Noël, démarre en général au début du mois de novembre, ça commence à aller un petit peu mieux, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourrait commencer à se dire, ah oui, ça va beaucoup mieux, l'inflation est sous contrôle, et puis finalement, elle sera peut-être que transitoire, parce que finalement, on n'aura pas de récession l'année prochaine. Rien n'est moins sûr, bien évidemment. D'ailleurs, ce soir, Madame Yellen parlera en fin de journée pour nous donner un petit peu son avis. Alors, elle n'est pas patronne de la Fed, elle n'est plus patronne de la Fed, mais elle va quand même certainement nous donner son avis sur l'avenir de l'économie. Puis souvenez-vous, c'est elle qui a remanié la définition de la récession, histoire de dire que pour l'instant, les États-Unis ne sont pas en récession. Les investisseurs estiment que la Fed va augmenter de 0,75 en novembre ses taux d'intérêt. Par contre, ils sont moins certains qu'elle va augmenter en décembre aussi de 0,75. On a le fameux consensus, le baromètre FedWatch du CME Group. Les investisseurs estiment à 42% la probabilité d'un relèvement des taux des Fed Funds de 0,75 en décembre contre entre 66% la semaine dernière. Donc, ils pensent que ça va plutôt être une augmentation de 0,50 en décembre. Ce sera le petit cadeau de Noël et ce qui explique qu'on a fortement monté sur les indices. Tesla a publié cette semaine et j'ai rendu sa copie. Il est où le petit Elon? J'ai corrigé ta compile. Et sache, mon petit Elon, que tu m'as déçu. Ah, parce que tu crois que tu vas changer le monde en continuant comme ça? Tu sais ta note? 19,5 sur 20. Non, je suis pas content. Je ne suis pas content. 3,3 milliards de dollars sur le trimestre de bénéfices. Ah, bah oui. Ah oui, c'est pas bon. C'est moins bien que le record que t'avais fait au premier trimestre. Non, j'ai pas fini. Chiffre d'affaires. 21,5 milliards de dollars. Oui, c'est 2 fois mieux que l'année dernière. Oui, c'est un record. Mais on attend mieux de toi, Elon. Mieux. Les objectifs, c'est quoi les perspectives du coup? 50% encore de hausse de tes livraisons chaque année? Ouais, bah c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Les actionnaires, vous me sanctionnez tout ça? Voilà, moins 5% dans ta face. Allez, tiens, tu me dégoûtes. Bah voilà, prenez exemple sur Goldman par exemple. Non, pas Jean-Jacques. Voilà, mon petit Goldman Sachs, c'est bien, moins 44% de bénéfices. Tu rends ta copie, 2 sur 20. Voilà, c'est mieux, il y a du mieux quand même, hein. Encouragement. Voilà, prenez exemple. Regarde l'action, plus 13%. Voilà, ça c'est bien. Et toi là avec ta pomme, hein, je suis en train de corriger ta copie. Résultat mercredi, donc... Côté dollar, bon bah là clairement c'est pareil, on a ces grosses trendlines qui pour ma part sont sur le point de rompre avec des sommets descendants, donc pour moi c'est pas renversement mais en tout cas fin de la tendance haussière complètement stupido-parabolico, hein, et je pense qu'on va péter toutes les trendlines ici les unes après les autres, donc le but étant d'aller marquer celle-là, puis de la casser, jusqu'à ce que encore une fois on trouve un vrai support, probablement pour ma part
plus proche de l'ordre des niveaux de Fibo 38. Donc je pense que vers 105, le dollar index devrait retrouver des supports. En attendant, au moins venir taper le Fibo 23, probablement le Fibo 38 qui doit se situer à peu près par là, me semble être les schémas les plus raisonnables. Donc pas une baisse du dollar parce que putain, le dollar au final on s'est tous fait avoir, mais juste parce que peut-être que le dollar est monté un peu trop vite n'importe comment face à toutes les devises. Et que maintenant, on va entamer une phase de retracement qui ressemblera donc beaucoup plus à des ranges qu'à des renversements brutaux, type éclatement de dollar, etc. Donc attention, les midterms arrivent aussi aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui vont faire bouger le dollar, mais donc attention aux narratifs qui vont se construire. Comme d'habitude, dès que le dollar baisse, on trouve des raisons de justifier pourquoi ça baisse. Bref, c'est toujours la même connerie des news flow économiques. Au niveau du Bitcoin, c'est un peu pareil. De toute manière, ça suit son cours par rapport au reste. Donc le Bitcoin, il baissera seulement, je pense, si, justement, je vais laisser ça. Le Bitcoin baissera seulement si vraiment plus drastiquement si les indices majeurs baissent encore plus. Donc là, pour l'instant, tant que même, je trouve que même jusqu'à 14-15 000, je pense qu'on va rester dans un soft landing. Mais par contre, un hard landing, ça serait beaucoup plus dans cette zone ici. Donc c'est pareil, c'est comme au niveau du S&P 500. Je veux savoir si quand on est dans le soft landing et que la Fed va pivoter, je veux savoir où en est la croissance à ce moment-là. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on va pouvoir supporter les impacts ou pas? Bravo à tous ceux qui sont restés parce que regardez comme c'est chiant. Ça fait plus d'un mois que ça bouge pas du tout. Un mois que ça fait des sortes de doji dégueulasses. C'est encore jamais arrivé ici. Regardez ça, c'est assez incroyable ce qui se passe là. C'était très volatile durant tout ce bear market et là ça se calme. Un mois sans rien, plus d'un mois avec que dalle, même ici durant ce range qui ressemblait un peu, selon certains, à celui-ci. Ça bougeait énormément, là ça bouge plus du tout, en fait c'est terminé, finito. Comme on peut le voir ici sur l'EMA 20, ça fait depuis le lundi 18 avril 2022 qu'on a pu tester l'EMA 20, qui est la première résistance d'un bear market ou d'un bull market. Donc là c'est vraiment de la FOMO à la baisse, tout comme là c'était un peu de la FOMO à la hausse. Donc là en fait c'est l'inverse de ça. Et ici la première résistance EMA pour qu'on puisse juste espérer éventuellement se retourner en tendance boule, ce serait ici vers les 22 331. Pour l'instant on est encore plutôt loin de cette résistance. Pour l'instant la résistance à laquelle il faut faire attention c'est cette résistance diagonale descendante, c'est la rouge puisque 1, 2, 3, 4, 5 et pour l'instant 6 retests. Certains tirent cette résistance ainsi, donc là on est sur du 1, 2, et pour l'instant 3 retests, plus il y a de retests, plus ça fait l'effet quand ça breakout. Sur le RSI en jaune, on est également sur une résistance un peu chelou, pour l'instant 2 rejets ici. Pas mal de résultats dans le passé avec pas mal de rejets bull et bear. Et là pour l'instant c'est un troisième retest sur du court terme. Si on pète ça à la hausse pour refaire la fête, il faut péter au moins ces deux résistances là. Donc plus ou moins ici vers les 42,02. Là en effet il y aura plus grand chose qui va nous retenir à la hausse. Mais pour l'instant on a deux grosses résistances, la jaune et la grise. Pour récap, on est toujours de l'autre côté de la trendline, on n'a toujours pas de W, on n'a toujours pas de volume, il faut avoir du volume, parce qu'on n'a toujours pas réussi à casser la Tenkan, et bien sûr, la Kijun qui est beaucoup plus haute. Donc là, il y a encore beaucoup de boulot. Donc pour résumer tout ça, on n'est plus super bearish, ok ? On est neutre bearish, neutre bullish. On est entre deux eaux. Donc pourquoi je dis ça? C'est pas pour me protéger sur YouTube, c'est juste ce que je vois sur le graphique ici. C'est qu'on a encore une possibilité d'avoir une chute comme une hausse. Vous allez dire oui, c'est facile de voir dans les deux sens. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est la réalité. Là, on voit bien qu'il y a cette trendline qui repoussait à chaque fois la tendance. Donc là, on était dans une tendance baissière. Et là, c'était pareil dans l'autre sens. On avait notre trendline qui nous poussait à chaque fois vers une tendance haussière. Là, on est entre deux eaux. Donc, on se regarde dans les blancs des yeux. Wait and see. Comme on l'a fait ici, regardez, on va aller dans le passé. C'était la même période. Donc là, il ne se passait strictement rien jusqu'au moment où on a réussi à breakout à la hausse avec une vraie bougie haussière. Bon là, vous allez me dire oui, on a réussi à casser la Tenkan, oui, petit à petit. Mais regardez, moi, c'est une bougie comme ça que j'attends. Et comme ça, si on arrive à avoir une rupture haussière pendant une session, surtout une session US, ça serait incroyable. Là, ça sera sûrement le retour d'un bull run. Alors attention, je vous parle pas d'un bull run avec des bougies de 20% ou de 40% tous les jours. Je vous parle d'un bull run, on va dire, qui reprend petit à petit comme on l'a vu ici, avant d'avoir une grosse volatilité, une grosse explosion et un gros climax comme à chaque bull run. Ok ?
Maintenant qu'on a un marché qui se stabilise et que la majorité des gens s'ennuient et n'ont plus du tout envie d'entendre parler des cryptos, etc. Donc plus c'est long à se mettre en place, plus ça stagne pendant longtemps avec un prix très faible par rapport à ce que les gens ont investi en fait au préalable, et bien plus ces gens se désintéressent du marché et sont susceptibles finalement par désespoir ou plutôt par impatience, par le fait de s'ennuyer, sont susceptibles de revendre. Même s'ils n'ont pas vendu ici ou ici ou ici, peut-être qu'ils ont revendu ici au 24 000, ici au 22 000, etc. Ils se disent voilà, dès qu'il y a une petite poussée, moi je sors du marché, je veux plus en entendre parler. Et en fait, ce sont des moments où on voit qu'il y a des gros qui sont en train d'accumuler. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour sortir en fait du marché. Ça c'est intéressant à voir. Et si on regarde la paire Bitcoin-BUSD, eh bien c'est la même chose qui est observable. On voit que là, c'est une poussée des volumes bien plus importante, mais il faut bien sûr ne pas négliger le fait que tous les USDC, donc ça c'était le stablecoin de Coinbase, qui était sur Binance, moi j'en avais pas mal d'ailleurs, ont été convertis automatiquement en BUSD assez récemment. Et donc ce qui fait qu'en fait, maintenant, toutes les personnes qui tradaient avec de l'USDC sur Binance sont maintenant forcées de trader avec du BUSD ou de l'USDT, ce qui fait que là on a cette augmentation de volume également plus importante si on regarde les dernières semaines, ce qui doit potentiellement influer sur ce que l'on a à l'écran. Mais c'est le même principe que ce que l'on a avec l'USDT. Regardez, ici on vient chercher les 25 000 à cet endroit-là en août, vous voyez que là on était plutôt en train de stagner, et dès qu'on chute et qu'on retourne à 20 000, bim, les volumes augmentent à nouveau. Et on est encore, si on prend la semaine précédente, sur des volumes plus importants que là pendant cette phase-ci, vous voyez. Donc c'est bien, moi je trouve ça intéressant et plutôt encourageant, ça nous donne une lueur d'espoir. Et j'en ai du con aussi pour finir qui nous dit Axis, tu penses que tu es au fond du trou, tu penses que tu gagnes plus rien du tout et tu pries pour que le jeu reparte. Eh ben non. Pourquoi? Parce que les acheteurs des private sales du tout début vont récupérer tous leurs tokens. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben ils vont tous le dump sur le marché. Un largage massif de jetons Axis est sur le point d'arriver d'ici peu. Investisseurs, conseillers, créateurs sont sur le point de récupérer leurs précieux tokens. La supply est sur le point d'exploser. Quel est le comportement à adopter? Tu te casses. C'est ça. En gros, si tu veux, donc il y a toujours ceux qui achètent les cryptos des gros projets à l'avance. C'est les private acheteurs, si tu veux, les acheteurs qui ont acheté le projet avant que toi et moi on le connaissait, tout ça. Et leurs cryptos sont bloqués pour pas que quand le projet sorte, ça y est, tout le monde vend et ça s'écroule. Et donc, si tu veux, ce qui est hallucinant, c'est que là, ça fait quand même quelques années et qu'ils récupèrent que maintenant. Ils ont sûrement eu un vesting, on appelle ça un vesting, qu'on s'est bloqué de peut-être 2 ans. À la louche, j'en sais rien, on va dire entre 1 an et demi et 2 ans et demi, j'en sais rien combien. Là où il doit y avoir les boules, c'est qu'ils ont loupé le bull run. L'Axis, il est monté, alors je sais pas combien il est, mais je dis à la louche, hein, il est monté genre à $300 et maintenant il est peut-être à $50, tu vois. Donc eux, ils ont été dégoûtés, les private acheteurs, dans le sens, ils auraient pu vendre genre 5, 6, 7, 8 fois plus haut. Et donc là, ils vont récupérer, on est en plein bear market, il y en a une bonne partie qui vont vendre pas mal. Donc voilà, donc là, ça pue, malheureusement c'est comme ça. Le problème c'est qu'on dirait que là, j'ai vu qu'il y a quasi 10% de supply qui va arriver d'un coup. C'est bizarre qu'il y a autant qui est lâché d'un coup. C'est pas très intelligent de leur part. Ils auraient dû faire un petit largage tout petit mais étalé sur 2 ans, de temps en temps, tous les mois un tout petit peu, plutôt que dans 2 ans, mais tout le monde reçoit. T'es sûr que c'est atroce, c'est le toboggan total. Voilà les amis, donc Axis malheureusement, déjà que c'était chaud, même très chaud, déjà que quand ton token est aux enfers comme ça, c'est extrêmement dur de le relever, voire mission impossible. Alors là, ça va juste le finir, quoi. C'est dommage. Bon, faudrait qu'ils sortent un autre jeu. Ils sortent un autre jeu, mon avis personnel, je finirai sur ça. Le Axie, la token de gouvernance, ça peut toujours être sauvé, d'accord? Par contre, le Small Love Potion associé au jeu, malheureusement poubelle. Tu sors un autre jeu, tu sors un autre token, voilà, tu fais autre chose. Mais là, malheureusement, quand la supply est trop gigantesque et que c'est aux enfers, tu peux pas remonter ça. C'est comme le Luna, c'est impossible de remonter. Ça, c'est que dans le cœur des gens, mais dans la tête des gens, mais ça, c'est impossible. Sur le papier, mathématiquement, c'est plus possible. Voilà. L'objectif de Sandbox, c'est évidemment que vous passiez une grosse partie de votre vie au sein de ce métaverse. Donc évidemment, ils essayent de rajouter des missions, des machins, mais Horizon World le fait un petit peu aussi dans son coin, mais on a l'impression que finalement, ça ne prend pas. Ils sont en train d'essayer de refaire du Second Life ou des jeux MMO, mais beaucoup moins actifs finalement, et la sauce n'y arrive pas. Il faut être clair, honnête, les gens ne sont tout simplement pas intéressés, ils préfèrent danser, chanter autour de leur TikTok, des vidéos très rapides, instantanées,
Et le métaverse va à l'encontre de ça. Et ce qui est rigolo, c'est que toutes les nouvelles générations aiment les choses qui vont beaucoup plus vite que ce qu'on avait dans le passé. Ça, c'est confirmé. Ça a changé d'ailleurs le rythme des films, des dessins animés, etc. Pourtant, Sandbox continue d'essayer de monter. Ça reste évidemment un très bon outil. Vous pouvez le tester en bêta. Mais malgré la polémique, finalement, les équipes de Sandbox nous ont dit non, on a du monde. Quand on fait des événements, on est entre 20 000 et 30 000 utilisateurs actifs. Et quand j'entends ça, je me dis finalement, la polémique est réelle. Il n'y a pas d'utilisateurs parce que tu fais un gros event où tu peux gagner du Sand, donc de la crypto gratuite, t'as 20 ou 30 000 personnes. Ça veut dire que quand tu fais pas d'event, donc à peu près tout le reste, et donc au moins 95% du temps, il y a personne. Tu dois avoir 2000 utilisateurs maximum pour être plutôt sympa. Et 2000 utilisateurs sur ce type d'outil, ça paraît quand même extrêmement peu. Donc le ressenti qu'on a quand on utilise Sandbox en bêta, finalement, il est pas faux, il est réel. On a l'impression d'être tout seul, c'est chiant, et tout ce qui est mission machin, ça va 5 minutes, mais ça te met pas dans la situation d'avoir vraiment l'envie d'y rester. Et donc, il y a une vraie question autour de ça, mais finalement, tous ceux qui ont acheté du NFT, des lens, etc., même des entreprises qui sont associées à Sandbox ont peut-être fait une grosse boulette finalement. Et la chance de voir Sandbox remonter au sommet où il était évidemment pendant le Bull Run 2021 paraît quand même assez compliqué. Titan Arena. Lancé en 2021, Titan Arena est déjà joué par des millions de personnes dans le monde entier. Ce jeu unique, gratuit, et qui permet de gagner de l'argent apporte une toute nouvelle expérience au jeu blockchain contrairement aux autres MMORPG. Un univers captivant au graphisme impressionnant et une mécanique de jeu addictive, ainsi que sa jouabilité sur de multiples plateformes y compris les mobiles, en font l'un des jeux les plus populaires de la blockchain. Titan Arena vous permet de gagner des cryptos grâce à vos performances. Vous pouvez ainsi tester vos compétences face à d'autres joueurs, rejoindre des équipes et participer à des tournois dans des arènes Battle Royale et également en match à mort. L'écosystème du jeu fonctionne avec la monnaie du jeu, le Titan Coin, THC. Vous pouvez gagner les tokens en échangeant des NFT sur la place de marché, en gagnant des tournois et en participant à des événements spéciaux. Titan Arena est vraiment sans limite. La seule question qu'il faudra vous poser est de savoir si vous êtes vraiment prêt à affronter d'autres adversaires aussi coriaces les uns que les autres. On a actuellement des gros géants du gaming qui sont totalement en dehors de la blockchain, comme Steam, Epic Games Store, etc. Et quand on sait à quel point la blockchain et le gaming, ça a un peu l'air d'être l'Eldorado actuel, est-ce que tu penses justement que ces gros géants de l'industrie se positionneront sur la blockchain tôt ou tard? Je pense que, donc on voit par exemple Epic Games qui accepte des jeux blockchain par exemple, mais voilà, ça reste très très superficiel dans le sens où si on veut réaliser un produit vraiment qui tire avantage de la partie blockchain, vraiment au corps, il faut entre guillemets refaire la plupart du produit. C'est un peu ça la grosse problématique. Et un produit où on a des millions d'utilisateurs, c'est très compliqué à arrêter, mettre en pause, puis relancer derrière. On peut le voir avec Ethereum par exemple. On a vu le temps que ça a pris pour pouvoir arriver au DPoS, etc. Ethereum aurait été un stade où il n'y a pas d'utilisateur, ça aurait été beaucoup plus rapide à mon avis à développer parce qu'on n'a pas toute cette problématique. C'est un peu le cas ici avec un Steam par exemple, où ils ont cette infrastructure, ces habitudes qui sont déjà bien en place et qui sont compliquées à changer. Donc ils sont vraiment assez loin aussi. Epic fait vraiment que de la vente de jeux. Donc c'est assez limité en termes de scope. Et Steam, lui, par contre, c'est vraiment aussi plus un store. C'est un peu plus large que juste uniquement le store, mais ça reste quand même un store. On y va pour acheter son jeu. Ça s'arrête à peu près là. Ils ont pas cet aspect écosystème. Donc c'est vraiment un silo. On va là pour ça. Il n'y a pas vraiment d'interaction, vraie interaction, si on prend entre Steam et Twitch, Steam et Discord, Steam et Faceit, Steam et, enfin voilà, et encore moins avec Epic. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut penser en fait à la source quand on développe sa plateforme pour que ça puisse devenir un écosystème. Et donc ça, c'est ça qui me fait un peu dire que voir Steam ou voir Epic arriver à une vision similaire à Ultra serait très complexe, très long. D'abord, ils auraient besoin d'avoir la technologie blockchain qui permet de le faire. C'est la première chose. Et puis, ils devraient vraiment refondre complètement leur solution avec le risque potentiel de tout perdre. Ce qui, évidemment, pour une grosse société comme Epic, comme Valve, donc Steam, c'est très très complexe. C'est un peu comme si on se dirait, voilà, du jour au lendemain, Windows va absolument tout changer, il y aura plus de bouton démarrer, il y aura plus de clic droit. Une bonne chance avec ça pour pouvoir améliorer leurs produits. Donc les améliorations sont souvent incrémentales dans des grandes structures comme ça. On fait des petits ajustements, on améliore un petit peu. Donc se dire que demain on va avoir Steam qui pourra vraiment avoir des idées similaires et développer ce que Ultra fait, ce serait très compliqué. Donc c'est ça un peu où on est bien.
c'est qu'on peut justement avoir l'avantage d'offrir une solution aux développeurs, aux publishers, aux joueurs, aux influenceurs également, que Steam ne peut pas faire aujourd'hui. Et si vous voulez le faire, ce sera un très gros risque pour eux et ça va prendre beaucoup de temps. Enfin, la dernière news, elle concerne Legends Reborn qui lance son alpha officiel. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de cartes NFT qui sort encore une fois sous la bannière Gala Games. Et cette alpha, donc elle est disponible, encore une fois je vous mettrai les liens dans la description. Elle comporte un classement hebdomadaire et à la fin de chaque semaine, les 10 meilleurs joueurs vont recevoir un titre spécial sur le Discord du jeu et le classement est remis à 0 toutes les semaines. La première remise à 0 d'ailleurs aura lieu le 27 octobre, donc si jamais vous voulez tenter le coup pour la première semaine, vous pouvez commencer dès maintenant. Et j'ai aussi vu qu'il y avait un système d'arène déjà disponible là dans l'alpha qui lance. Parce que vous voyez là, l'arène dans laquelle ils se combattent, eh bien en fait elle est possédée par un joueur, c'est un NFT. Et quand vous êtes propriétaire d'arène, vous pouvez activer votre arène. Et si jamais elle est sélectionnée par des joueurs pour s'affronter dessus, bah vous allez gagner des tokens pour être récompensé parce que des joueurs ont choisi votre arène. Donc j'avoue que je sais pas exactement comment ça se passe, quel est l'intérêt, quelles sont les différences entre les différentes arènes. J'avoue que je n'y ai pas encore joué. Mais voilà, sachez que ce système est inclus dans l'alpha. Et les joueurs auront aussi accès à toutes les cartes. Et il n'y a aucune date qui n'a été donnée pour la fin de cette alpha. Donc ça se trouve, elle aura même pas de fin. L'alpha va continuer jusqu'à ce que la bêta sorte, puis le jeu officiel sorte. Parce qu'il faut savoir que là, c'est pas leur première alpha. Ils en avaient déjà lancé quelques-unes avant. Mais là, c'est vraiment la grosse alpha officielle. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je vous mettrai le lien dans la description encore une fois. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.